Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 64 de Sur la route de l'horreur. Hey, j'ai quelqu'un de vraiment spécial avec moi aujourd'hui, c'est Martin Caron. Martin, présente-toi à nos auditeurs. Écoute, bonjour Martin dans un premier temps. Merci de me permettre de co-animer avec toi cet épisode de Sur la route de l'horreur. Écoute, c'est un privilège que tu me fais, Martin. Et pour ceux qui suivent Frisson TV depuis les tout débuts ou dans les dernières années, ben, ils m'auront peut-être vu lors du concours animateur recherché, concours que Jessica Dupont a gagné avec son personnage d'Elena Eldritch. J'étais en compétition contre elle. J'incarnais le personnage qui s'appelait Mortin, une espèce de mort-vivant cultivé, mais un peu crackpot également. Donc, on a pu le voir là. Puis récemment, là, à l'automne dernier, j'ai eu la chance aussi de participer au tournage du spécial Halloween d'Elena Eldritch sur les ondes de Frisson TV également. Hey, c'est le fun de t'avoir, Marc. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Surtout qu'aujourd'hui, pour l'émission, on reçoit Dick Richards et aussi Samuel Pinault. Dick a travaillé d'ailleurs sur Tax Shelter Terrors. Vous allez peut-être vous rappeler que dans les années 70-80, il y avait eu les taxes à l'abri pour le cinéma canadien. Et Dick a décidé de co-réaliser le documentaire avec d'autres réalisateurs. Et Sam, lui, est un DOP qui a d'ailleurs travaillé sur un des films de John Fallon qui s'en vient bientôt, qui s'appelle, je ne sais pas comment le prononcer, parce que c'est comme break, mais les lettres sont un petit peu mélangées, ça fait comme break, ça va faire que je lui demande quand on va être avec lui. Mais... Ouais, c'est ça. Mais si tu me permets, Martin, j'apprécierais de faire un petit commentaire sur Tax Shelter Terrors. Le cinéma de série B, le cinéma d'exploitation canadien, on en parle trop peu, Martin. C'est vrai. Et ce documentaire-là, moi, je l'ai vu comme une lettre d'amour au genre qu'on apprécie autant. Et j'ai trouvé ça rafraîchissant de le voir et surtout d'entendre parler ces auteurs-là qui ont participé de près à la confection des films qu'on aime autant. Ouais, puis on va avoir la chance d'en parler avec Dick et Sam aussi. Et puis avant, ben tu sais, on a une tradition, avant de commencer avec l'entrevue, ben on doit faire un petit tour de table. Bienvenue au tour de table horrifique. Moi, Martin, j'aime pas ça commencer avec le tour de table, je le donne tout le temps aux autres. Donc, c'est toi qui vas commencer ce soir. Ça va me faire plaisir. Moi, Martin, je suis un lecteur... comment je pourrais dire ça? Je ne cesse de m'abreuver à la lecture. C'est un de mes plus grands loisirs avec les films de fantastique. Et là, à Québec, on a une institution, une vénérable institution qu'on appelle le Patro Rocamadour. Vous connaissez probablement pas ça à Montréal. C'est un endroit où il y a des cours de toutes sortes qui sont offerts. Et une fois par année, ils font une grande vente de livres usagés. Il y a 30 000 livres environ qui sont mis en vente là-bas. Alors, pour un gars comme moi, un rat de bibliothèque comme moi, aller fouiner là-dedans, c'est un pur plaisir. Et j'ai fait des belles découvertes, Martin. Écoute, je vais te présenter 3 livres, si tu me permets, que j'ai achetés en cette vente-là. Et j'ai payé ça un prix ridicule. Écoute, le premier, je n'avais même pas ça dans ma collection encore. Le fameux Frankenstein de Mary Wollstonecraft Shelley. Hein, écrit en 1818, je cherchais la date. Je n'avais même pas encore ça. J'ai payé ça 50 cents. Il y a de l'air flambant neuf en plus. Il est flambant neuf. Écoute, il n'y a aucune marque sur la couverture. À l'intérieur, il y a un petit peu de griffonnage là, au crayon plomb que je pourrais effacer. Mais il est en parfait état. 50 cents. J'ai aussi acheté un autre grand classique de la littérature fantastique et gothique,
le roman de Henry James, Le Tour d'écrou. Écoute, ça a été écrit en 1898. Encore une fois, 50 sous. Le roman est en état neuf. Là. Je veux dire, il n'y a aucune marque sur la couverture. À l'intérieur, les pages sont belles. C'est même pas jauni. Ce livre-là a été adapté à plusieurs reprises au cinéma. La plus récente adaptation date de 2018 d'ailleurs, mais malheureusement, c'était pas très bon. Et j'ai aussi acheté un troisième roman que j'ai également payé 50 cents et qui lui aussi est en très bon état. C'est Relique. On a pu voir, ça c'est écrit en 95, Martin, on a pu voir une adaptation cinématographique en 97, si ma mémoire est bonne, c'était réalisé par Peter Hyams. Donc c'est le livre sur lequel est basé le film. C'est encore une fois une lecture fort intéressante, un livre que je me suis payé, écoute, pour une bouchée de pain, là. C'est venu compléter un peu ma collection de romans fantastiques. Tu sais pourquoi que ça coûte pas cher, hein? C'est parce qu'il y a des gens comme moi qui étaient des hauts qui sont pas capables de lire, qui sont pas capables de le vendre, ils sont obligés de le mettre à 50 cents. C'est soit ça ou parce qu'ils se disent il n'y a personne qui va acheter ça, ces livres-là, ça date de 200 ans. Mais non, il y a des maniaques dans la salle. Il n'y a personne qui connaît Martin Caron. Ben, t'es arrivé quand même, t'es acheté, c'est parfait, tu sais. Yeah, moi, Marc, j'ai été au PopX à Ottawa en fin de semaine. C'était la fin de semaine de la Saint-Jean. Et puis, j'ai eu des cadeaux. J'ai eu des cadeaux de ma femme, mais aussi, je me suis acheté des affaires. Je vais commencer avec qu'est-ce que j'ai acheté. Parce que moi, au cas où tu ne le savais pas, je suis un fan de films de marde. Je dis de films de marde parce que c'est des films so bad it's good. Okay? Bienvenue dans notre club. On travaille dans la même équipe là-dessus, Martin. Ah, ben parfait, je suis content. Je vais te présenter quelque chose d'abord. Est-ce que tu connais Brett Kelly? Non. Brett Kelly est un cinéaste, un réalisateur qui est situé à Ottawa, qui fait des films depuis très longtemps et qui fait beaucoup de films. Et ces films, c'est mon genre de film. C'est des so bad it's good. Je ne sais pas si je dirais en pleine face, parce que je les connais quand même, Brett. Mais j'aime ces films pareils. Je l'encourage avec ça. Et puis, il y en a un que ça fait super longtemps que je veux voir de lui, mais je n'avais pas été capable de le voir. J'ai dit, Brett, t'en as-tu des films de Gasly's? Il dit, oui, j'en ai, peut-être que je pourrais t'en vendre, mais ça donne qu'il était au PopX et je l'ai pris. Ça s'appelle Gasly's. Je pense que vous pouvez voir à quel point la pochette, elle est extraordinaire avec ces belles poupées de pâte à modeler, de monstres qui viennent de l'espace. Et je l'ai commencé ce matin et c'est de toute beauté. De toute beauté. Le titre ainsi que les bonhommes sur la pochette, ça ressemble un peu à Ghoulies, non? Oui, exactement. Puis moi, je suis un gros fan de Full Moon puis tout ce qui est Empire Pictures. J'adore ça, tu sais. Et il m'a fait un beau petit cadeau aussi en même temps. Il m'a donné une photo signée de Jurassic Shark, l'un de ses films les plus populaires. Je te mens pas. Ce film-là a été vu des millions de fois, puis malheureusement, c'est parce qu'il a été piraté. Tout le monde veut voir ça, avec un titre comme Jurassic Shark. Je sais qui veut pas voir ça. Si je ne m'abuse, Martin, ça a été diffusé il n'y a pas tellement longtemps à Frisson TV, Jurassic Shark, il me semble. Je crois que oui, Et j'ai eu la malchance de le voir. Écoute, c'est ça. c'est une expérience, tu sais. Oui, en soi, ça m'est toute une. Ça, pour la fête des pères, parce que ma femme a décidé qu'elle me gâtait en fin de semaine pour la fête des pères, j'ai eu le droit à ce petit aimant de Chucky, qui est vraiment tout cute. Je ne sais pas si vous le voyez comme faux, là. Ça vient d'Ottawa, ça aussi? Oui, ça vient d'Ottawa aussi. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir une autre affaire de requin, qui est une serviette de plage de Jaws. Ouh! J'ai de la misère au bout. Martin Bruyère, Jaws, c'est un des films les plus importants dans ma vie de fan de cinéma d'horreur, OK? Ben oui, mais maintenant, je le sais. Tu viens de me rendre vert de jalousie. C'était pas mon but, par exemple, mais je suis content d'avoir fait ça. Ça, c'est ma semaine en bebelle, puis en chose que je me suis procuré. Là. Moi, c'est ma fête très bientôt. OK. Et j'ai eu mon cadeau de fête un peu à l'avance. Fait que je vais vous le présenter. C'est
le jeu Horrified American Monsters. Okay? Tout à l'heure, j'ai Oh. parlé de jeux de plateau, là, mais je ne parlerai pas de celui-là parce que vu que ma fête, c'est pas encore tout de suite, j'ai pas eu le droit d'ouvrir la boîte. Tu comprends? OK, je comprends. Mais j'ai hâte. J'ai hâte d'entendre parler de ça, sérieux, parce que c'est un jeu qui a de l'air vraiment intéressant, surtout pour des fans d'horreur comme nous autres. Écoute, vu qu'on a fini le tour de table horrifique, j'aimerais passer à nos invités, parce que nos invités, c'est Dick Richards puis Samuel Pinault. Dick a été acteur dans plusieurs choses. Tu as entre autres Midway, 21 Thunder, Billy the Trigger, The Sinner, The Lottery Helix. Je suis tout en train de lire IMDb. Mais il y en a un qui pop à mes yeux, là, ça n'a juste pas de sens. C'est Crawler, parce que je le connais, SV Bell. Et comment passer à côté de Crawler? C'est un autre film que j'adore. Et Dick était aussi producteur, était producteur sur Tax Shelter Terrors, Billy Trigger, The Descendant d'Eden, un film d'action avec John Fallon. Et aussi directeur de Tax Shelter Terrors. Et pour ce qui est de Samuel Pinault, DOP extraordinaire avec un talent sans limite, qui a travaillé avec John aussi sur Break. Il a fait un short qui s'appelle Not Delivered. Il a été aussi editor sur Les Prodiges, Not Delivered. Not Delivered qui a aussi été réalisé par lui, écrit par lui. Écoute, Not Delivered a été fait par lui tout court parce qu'il y a des crédits partout. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça inviter Samuel et Dick à venir se joindre avec nous. Hey, comment ça va, les gars? Ça va bien, vous autres? Bonjour tout le monde. Ça va très bien. Premièrement, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis content. Écoute, je vais commencer avec Dick. Après ça, je vais y aller avec Sam. J'espère qu'on va avoir assez de temps parce que l'émission dure seulement 1 heure. Mais Dick, explique-moi donc un petit peu comment que ta carrière a débuté dans le cinéma. Oh boy. Oh boy. J'ai commencé 30 ans. Non, de 20 ans, j'ai commencé dans le film indépendant de horreur, par exemple. Et après ça, je suis intéressé le produit des films. Et j'ai commencé pour exemple, un petit film comme Cold as Ice. C'est un film de knock-off de Reservoir Dogs pour mon début de producteur, réalisateur et comédien. Et après ça, j'ai continué le film et mon grand début de film, c'est Dead End. Dead End, c'est le film de Breakout pour le film indépendant avec John Fallon, par exemple. C'est très bien. Sam, toi? Moi, j'ai commencé avec un peu des courts-métrages, puis après ça, plus en humour, en fait. Je travaillais beaucoup pour une boîte de prod qui s'appelle Cozy, donc je faisais beaucoup de publicité pour les humoristes au Québec. Ça a commencé un peu comme ça, puis là, j'ai fait de la caméra, puis par la suite, c'est ça, aujourd'hui, là, je suis caméraman puis monteur vidéo sur plein de projets, là, finalement. Peut-être que tu vas pouvoir venir travailler avec nous autres à un moment donné quand on va faire des films. On va avoir Dick comme producteur, on va être toi comme DOP, puis on va avoir notre équipe pour faire le reste. Dick, en 2006, tu as participé à plusieurs productions en tant qu'acteur. C'est à partir de quel moment que tu as décidé de devenir acteur? Oh, bonne question. C'est 2006, c'est commencé le rôle d'acteur pour avec le John Fallon, le film de Dead End. C'est le premier film inspiré pour le comédien dans le film. C'est continu le Recon 2, Recon 3, et c'est fini le film de Crawler. C'est fini. Sur 4 ans, je travaille un film indépendant pour le comédien de horror, science-fiction, action. C'est le dernier film, c'est Crawler. Et après ça, je continue le réalisateur pour le documentaire. Là, il faut que je le demande parce que Crawler, c'est un film de SV Bell. Mais comment c'était de travailler avec SV Bell? Oh, SV Bell, c'était... well, what can I say? It was great. C'est intéressant
Espèce Belle, c'est tourné le film dans Yamachiche. Et Espèce Belle, c'est dans la région pour le. Who's from that region, what did it say? Ouais, il venait de cette région-là, dans le fond. Oui, c'est ça. So, he was like my big brother comme ça, big brother. I remember, I knew him well, but he was like my big brother on set, you know. He was very, he was like inspiré. He was very good on set, and I really loved working with him. I wish I did more films with him. Ben là, il n'est jamais trop tard. Je veux dire, SVB est encore là. Pourquoi pas, je sais pas moi, un Crawler 2, mais pas nécessairement un Crawler 2, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais c'est drôle parce qu'on parle de Crawler, puis Frisson TV a présenté Crawler justement là, vraiment pas longtemps. On remarque à travers les années, Dick, que ton travail en tant que producteur est énorme. Est-ce que le rôle de producteur est celui que tu préfères? Bonne question. What part of What role je préfère le producteur et réalisateur. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi que le rôle de producteur est celui que tu aimes le plus? Pourquoi? Mais it's really telling the stories you want to say properly. C'est très important pour moi. Je travaille beaucoup de films et I'm saying, qu'est-ce que c'est ça? You know, if I could have done this, I would have done it this way, pour l'exemple. Mais, so, being le client, le réalisateur, le producteur, I was able to tell the stories I really wanted to say that were très importants pour le culture de Québec, de Canada et le monde. That was very important for me. Parfait. Sam, tu es avec Dick ce soir. C'est quoi votre relation exactement? Ça a commencé en fait avec le documentaire La baie des exilés qui remonte déjà à 2017. Fait que c'est un peu là qu'on a commencé à se connaître. Chercher un caméraman, puis par le biais d'amis, j'ai été référé. Et puis, il a communiqué avec moi. Puis par la suite, on n'a pas arrêté de travailler ensemble, principalement sur ce documentaire-là. Mais entre autres, on développe d'autres projets en même temps. Là. Fait que moi, mon rôle, c'est principalement la caméra, mais je fais aussi beaucoup de montage. Fait que c'est presque 50-50. Je fais du montage vidéo et de la caméra. Fait que pour Deck, j'ai fait beaucoup de montage. Fait que voilà, depuis on a développé aussi une amitié. On est rendu des très bons amis aussi, plus que juste le travail. La baie des exilés, on va en parler tantôt. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit quelque chose avec Dick parce que j'ai préparé des petites questions. Ça s'appelle les questions en rafale. Alors, on passe à ça. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? Alors, je l'ai mentionné tantôt à Dick et à Sam, les questions en rafale, c'est des questions de style humoristique. Alors, il ne faut pas prendre ça au sérieux. C'est des recherches que j'ai faites. Et je te demande, Dick, est-ce que tu es prêt pour les questions? Oui, j'ai prêt. OK. La première question. Est-ce qu'il est vrai que les araignées en Australie sont géantes? In Australia. Well, it is true that the spider are really giant. In Australia, really big? Yeah. Oui, c'est comme le Canada, c'est le deuxième, c'est the second biggest region in the world. Mais moi, je parlais plutôt des araignées. Les araignées sont-ils gigantesques là-bas? Oui. Like, you know, the spiders, are they really big in Australia? Yes. Parce qu'on voit... J'explique, everything you heard, c'est très vrai. Le serpent, I don't know if it's crocodiles, alligators, mais they're all big. They'll kill you. Je me dis tout le temps, je voudrais bien aller en Australie, mais Colin, que ça ne me tente pas quand je vois des photos comme ça. Alors, There's a reason why l'Australie, c'est beaucoup de films pour les animaux, like Rogue et Wolf Creek et Razorback, because hey, c'est fou, man. Dès qu'on a pu voir Crocodile Dundee au cinéma, tu pourrais nous faire un Spider Dundee. Yeah, you're right. C'est ça.
Dès quand tu étais en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu as fait le même trajet que Frodo et Bilbo dans Lord of the Rings? Wow, that's a good question. Oh. Did you did the same path for Non, non, je suis allé le régent comme le nom Mercury Bay. C'est Ouais. la destination infernale pour le bateau HMS Buffalo pour transporter la Patriote en Australie après. Juste le régent pour le HMS Buffalo. le bateau? Où est le bateau Oui. est allé, finalement? OK, Mais- parfait. beaucoup descendants de Patriote, Joseph Masson, habite en Nouvelle-Zélande. So, et, avec la personne, le représentatif de Wingnut Production pour Peter Jackson, attendait le screening pour le documentaire. Oh, pour vrai? Oui. Wow, Ouais, that's ouais. pretty cool. Vraiment. Crawler est-il, je te donne Ah, des choix de Crawler. réponse, un ver de terre géant, ou B, la nouvelle chanson de Peter Gabriel, ou 3, l'histoire d'une pelle mécanique maléfique? Oh boy, c'est une bonne question, hein? Peter Gabriel. Moi, je pense que Mécanique, Crawler, c'est l'histoire d'une pelle mécanique maléfique. Là. Je dis ça de même. Là. Oh boy. I'd like to say Peter Gabriel. Peter Gabriel. Come on, man. That was too easy. Si tu étais un lutteur mexicain, lequel serais-tu? Oh, Mexican. Wow. Ouais, El Santo. Ah, there you go. J'aurais El dit Santo. probablement la Come on. même El chose. Santo. Yeah, that's it. I have a mask, an El Santo mask, par exemple. Ça aurait pu être Mille Mascaras ou Blue Demon. Oui, bien sûr. Come on, tous les jours. Mais, et pas aujourd'hui, mais tous les jours. Vrai ou faux? Tu es le meilleur personnificateur d'Elvis Presley. Oh, man, you got to remember that. Oui, c'est vrai. I was. Oui, Vraiment, c'était une belle photo. Je suis le rockabilly / l'impersonateur Elvis. Oh boy, you did your homework. Oui. Si John Fallon était une femme, quelle femme serait-il? Where does this girl live? If he was a woman. If John was a woman. Where would he have been? Oh, Angelina Jolie. Come on. Angelina Bon choix. Bon choix. Oui. La maison de A Nightmare on Elm Street est à vendre pour 100 000 $. Est-ce que tu l'achètes et pourquoi? Why would I buy it? Well, come on. I would buy it, oui, mais why? Pourquoi? Mais come on. You have Freddy Krueger as your friend. You're good. Stupid question. I mean, yeah, I would buy it too. Yeah, man, come on. Vrai ou faux? La musique des Beatles est satanique. The music the Beatles Is from the hell, like from the Is satanic. satanic. Wow, where is it from hell? Yeah. Except le Abbey Road, tout l'autre album, oui. Juste Abbey Road, c'est très spécial. D'ailleurs, tu as été sur Abbey Road, d'après ce que j'ai vu. J'ai marché dans Abbey Road. C'est cool, ça. Si Rambo devait être joué par quelqu'un de nouveau dans un remake, qui devrait jouer le rôle? Bonne question. Who would we play the Rambo remake? Tom Hardy. C'est un bon choix. C'est un bon Tom choix. Hardy, oui. En tant que guerrier spartane, qui aurais-tu le goût de frapper d'un coup de pied pour renvoyer dans le trou? 300 Spartans. Yeah, who would we want to kick to Oh. put in a big hole? In Okay. That's a good question. All my financiers who promised me money and never did. Oh, get in there. Si quelqu'un achetait les droits sur le film d'Eden, qui, Oui. selon toi, jouerait le rôle de Kersey? Okay, who was I emulating Kersey? Oh, c'est Sam Elliott dans Roadhouse. Oh, c'est Oui. cool.
Et Chris Christopherson et Sam Elliott. C'est deux personnes pour inspirer pour les caractères de la film. Ce serait un bon choix. Puis tu pourrais être, how do you say that again? Not the collaborator, but the artistic director or something like that. Oui. Last question, la dernière Oui. question. Freddy ou Jason? Oh, pas Freddy, man. C'est a great personality. C'est grand personality. So, yeah, Freddy. Merci beaucoup. C'est tout pour les questions. Hey, je ne te l'ai pas demandé, Martin, mais toi, c'est-tu Freddy ou Jason? C'est difficile de répondre. Quand j'étais jeune, j'avais un faible pour Jason, clairement, là, mais je pense que Robert Englund apporte tellement au personnage de Freddy. Sa personnalité est très forte, beaucoup de charisme. Je pense que je penserais maintenant vers Freddy Krueger. Freddy, Bon il choix. gagne. Merci. Freddy, il gagne depuis un bout. Là. Les gars, ils sont en train de perdre avec le Jason parce que Zumblar et Steve, c'est des fans de Jason. Mais non, c'est peine perdue. Écoutez, on va passer à l'entrevue. On va continuer avec Tax Shelter Terrors. Mais avant de continuer, j'aimerais ça montrer la bande-annonce. At this time, the famous tax shelters started in Canada. It was a government incentive to aid an industry. We were finally given an opportunity to make movies. It was like money on trees. Some people might claim that it debased Canadian national cinema. Should your tax dollars be used in making films like this? Saunas are relaxing, like making love. Some of them were terrible. Every crappy script that was in a trunk somewhere in Hollywood jumped out right away. Hollywood North, we're there. Having a project, we'll shoot anything, shoot the telephone book, shoot, we have money, we have money, we have money. It certainly wasn't acceptable to Parliament, but it was acceptable to the public and really paved the way for what became the Canadian film industry. It was absurd. It was ridiculous. And that kind of thing, everybody's intrigued by it. We want violence to hurt. Cut. Take everything back. Tax Shelter, on ne peut pas passer à côté de ça. Tu es un des co-réalisateurs du documentaire. C'est sur les films réalisés entre 1975 à 1982, une période durant laquelle le gouvernement fédéral permettait aux investisseurs de déduire la totalité de leur investissement dans les longs métrages canadiens de leurs revenus imposables. Un paradis pour les réalisateurs de films d'horreur dans ce cas-ci. Pourquoi avoir choisi un sujet comme ça pour un documentaire? I love that question. Merci beaucoup pour la question, because I want to answer it very well. C'est mon answer pour j'ai inspiré pour le documentaire Not Quite Hollywood, pour le Mark Hartley. Oui. Pour le film d'exploitation dans l'Australie. Mon question, c'est pourquoi on n'est pas le documentaire pour dédier le film ou le film québécois pour l'exploitation ici. So, j'ai commencé là. Et dans cette question, excuse-moi, ça m'amène à une question comme ceci. Que pensez-vous du cinéma canadien aujourd'hui? Le cinéma d'horreur, je devrais plutôt dire. Well, bon, Ginger Snaps, oui, c'est bon, mais maintenant, c'est plate. Comme le film d'Australien pour le horror, c'est plate maintenant. There's nothing, c'est dommage, mais there's nothing really, out there to inspirer la nouvelle génération. Comme les Suska Sisters, peut-être, that's true, mais there's not. Le film d'horreur tourné canadien au Québec, n'est pas mainstream maintenant, c'est fringe, so that's too bad. Do you think that the tax shelter would still be a good thing today? Absolument. That would have been amazing. Mais c'est le problème, et c'est d'autres personnes, pour le Shylocks, par exemple, la personne a exploité le système. C'est le problème, mais pour le the S.D. Bells or the John Fallons, those people or myself, c'est really been bénéficiaire, would have been very bénéficiaire pour les réalisateurs who really loved the genre.
qu'est-ce que tu penses qui pourrait être possible de faire pour remédier aux problèmes pour les cinéastes qui tentent de faire des films d'horreur au Canada et qui ont beaucoup de difficultés à avoir du support de tous les boîtes de financement au Canada? Non, c'est la même chose problème à toutes les générations. C'est le film de horror, period. It's always going to be le problème. C'est la même chose problème de l'Australie, c'est la même chose problème des États-Unis. Well, all the other industries dead for that, mais what do you think that could help? Like, what could help? Well, bring back the system. The tax shelter. It's very simple. I always said that. Vous avez interviewé de nombreuses personnalités là, fort intéressantes dans votre documentaire, mais est-ce qu'il y a des gens que vous auriez aimé interviewer et qui ont refusé, par exemple, ou qui n'étaient pas disponibles au moment du tournage? There's somebody that you wanted to interview and it was not available, Oh, for example. well, Or... David Cronenberg, par exemple, c'est Don Carmody, mais il gave me un jour, mais tout Ivan Reitman, c'est le petit problème. Oui, qui était, mais j'imagine Bob Clark, mais il était décédé. Oui, c'est le problème, c'est décédé. Ça aurait été très intéressant. Là. Oui, John Saxon, une autre personne pour le personnage pour l'interviewer, mais c'est le malade maintenant. Ouais. He was sick before he died. So, les trois personnages, it was a big problem. Ivan Reitman, Cronenberg et Don Carmody. Mais le problème est those trois personnages in the past always talked about those same films. Toutes les expliquent l'histoire de films. So for them, it's like, I have nothing else to say. So I understand why, but it would have been nice to have a new take on the perspective pour les films de la horror and through their eyes, the nouvelle génération. Why do you think that David Cronenberg doesn't have any trouble doing horror in Canada? It's a double standard, yes. C'est ça le problème. He didn't get his films made. Le début du film, Shivers et Rabbits, c'est Cinepix, c'est le financement des films. Il n'est pas the tax shelters, mais it was just done by Andre Link and Greg Dunning. So he started off commencer le réalisateur de film pour le financement pour le Roger Cormans pour le Québec, par exemple. Mais his films were doing so well that it became acceptable, it became mainstream. So he's like, he's the only Canadian that never left to go to the States. So that kind of makes him a specialty for the Canadian market. If, for example, if we had more Canadian directors or Quebec directors stayed behind in that period, it would have been a different story too. But, a lot of them went to the States, as they do now. Do you think that RKSS, who directed Turbo Kid, is one of the good examples? Hope. It's a hope, but the problem is it's just an exception. It's just an exception. It's art, that film is renowned everywhere. Tout le monde a connu les films, mais le problème est we don't continue it. On n'a pas de continuer le succès pour le format. It's a one-hit wonder. People love it, and then we don't capitalize on it. And that's why the company Cinepix, pour Andre Link and Greg Dunning, dans mon documentaire, pour exemple, c'est explique l'histoire, were so important for that industry because they really they understood those kind of movies. Comme Elsa, they make Elsa, all the three Elsas, Death Weekend. They commencé beaucoup carrière. A lot of careers were started because of them, and we don't have that here. Peut-être le réalisateur, le producteur pour le Ginger Snaps, mais dans Toronto, mais it's never, we have a hit, we never capitalize on it. C'est ça le problème. Je comprends absolument. Tu me permets, Martin, à cette époque-là, le cinéma canadien faisait parfois appel à des grandes vedettes internationales
Pensons à Barbara Steele, Oliver Reed, Peter Cushing. Oui. Est-ce que vous pensez que ces acteurs-là ont contribué au succès du cinéma d'épouvante canadien? Actors like this here? Do you think those actors contribute to the success of those movies? Oh, bien sûr, of course. Bien sûr. Because people... C'est un problème, le tax credit. C'est beaucoup de films, c'est tourné au Québec ou Montréal et le Canada, mais they always had a one star, and it was not Canadian, so that contributed a lot. Comme Happy Birthday to Me, par exemple. Glenn Ford, c'est les acteurs canadiens. That was their big, But Glenn Ford. I was born in Quebec City, but that was, come on. Écoutez, on va arrêter ça direct là. On a le segment de n'importe quoi qui s'en vient et après ça, on va revenir pour parler de la baie des exilés. Oh, boy. All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors, n'importe quoi dehors, n'importe quoi on the road of the terror. Martin, le micro est à toi. Excellent. Écoute-moi, Martin, je suis un joueur presque compulsif de jeux de plateau et de jeux de rôle. Le jeu vidéo, c'est pas ma poche de thé, mais vraiment le jeu de société, ce qu'on appelle communément le board game ou le role-playing game, ça, j'aime ça. Je vais vous en parler rapidement de quelques jeux parmi les plus intéressants que j'ai découverts dans les derniers mois ou dernières années. Le premier, le board game de Alien. Vraiment un jeu coopératif super le fun. Seul bémol, le jeu à deux, le jeu en mode solo ou à 2 joueurs est trop facile. Mais quand on réussit à réunir 3 ou 4 ou même 5 joueurs, là, ça devient un jeu extrêmement complexe où il faut réfléchir beaucoup pour ne pas se faire tuer par le Alien, n'est-ce pas? Ça, c'est un bel exemple. Ensuite de ça, j'ai parlé tantôt de Horrified American Monsters, mais au départ, Horrified, c'est la version avec les Universal Monsters. Un autre board game coopératif super intéressant. Et cette fois-ci, le mode solo se joue très, très, très bien. Vous êtes seul chez vous un soir, sortez Horrified, vous allez passer un 45 minutes vraiment, vraiment amusant à vous battre contre les créatures classiques de la Universal, de l'âge d'or de la Universal, Dracula, le Wolfman, la créature du Black Lagoon, etc. Et le dernier board game que je veux vous parler, mais non le moindre, Jaws, bien entendu. Un jeu vraiment le fun. Dans le fond, ce sont des joueurs qui vont jouer les personnages principaux du film, Hooper, Martin Brody et Quint, le vieux loup de mer. Et un joueur qui joue le grand requin blanc. C'est une course-poursuite entre les deux. C'est vraiment, vraiment super le fun. Le temps passe vite en jouant à ça. Le jeu se joue en 2 parties. Il y a une partie autour de l'île d'Amity où le requin doit manger le plus de baigneurs possible avant de se faire capturer. Et la deuxième partie du jeu se joue dans le Orca, le bateau de Quint, où à ce moment-là, le requin doit détruire le bateau avant de se faire harponner à mort par les 3 joueurs. Et finalement, qui dit jeu de rôle, souvent dit Dungeons and Dragons, mais il n'existe pas juste ça. Il existe aussi des jeux de rôle d'horreur qui permettent de recréer l'ambiance des films qu'on aime. Et j'ai choisi celui qui m'apparaît être le meilleur jeu de rôle d'horreur. C'est un jeu qui s'appelle Chill. Le livre est disponible en version anglaise et en version française, mais en version française, c'est beaucoup plus difficile. Mais en version anglaise, c'est facile à trouver. Il y a le livre de base, donc toutes les règles pour jouer à Chill. Et vous avez différents suppléments. Un supplément sur les morts vivants, un supplément sur les monstres en général plutôt, et un supplément sur la save. La save, c'est l'organisation secrète qui est vouée pour combattre les monstres qui ont réussi à pénétrer dans le monde des humains, les vampires, les loups-garous, les momies, etc. C'est vraiment un excellent jeu. Vous pouvez en apprendre plus sur la page Facebook du jeu, facebook.com/chillrpg, comme role-playing game, tout simplement. C'était mon lien pour Martin. Ça me rappelle le bon vieux temps que quand je jouais à Vampires the Masquerade ou Werewolf, d'ailleurs. D'ailleurs, Chill a été créé par d'anciens du Werewolf. Ouais, exact. Nice. Hey, merci beaucoup, Martin, pour ça. On va continuer avec Samuel et Dick, mais avant, je veux montrer la bande-annonce de la baie des exilés.
À chaque année, de nombreux Québécois commémorent la résistance patriote à travers 2 fêtes. La Journée nationale des patriotes en mai et la commémoration des batailles patriotes en novembre. Malgré ces hommages annuels, peu d'entre eux connaissent les détails de l'exil de 58 Canadiens du Bas-Canada vers l'Australie en tant que prisonniers politiques entre 1840 et 1848. Alors, la baie des Exilés, qui est présentement dans le circuit des festivals en ce moment, si je ne me trompe pas, écoutez, c'est quoi que ça raconte exactement, la baie des Exilés? En fait, ça raconte vraiment l'exil des patriotes, que les patriotes se sont fait exiler finalement suite à la rébellion en 1838. On ne pouvait pas toutes les pendre parce que ça faisait trop de dégâts finalement, fait qu'ils ont décidé de les mettre dans un bateau, puis à ce moment-là, les colonies anglaises possédaient évidemment l'Australie, puis c'était comme une grande prison littéralement, donc on raconte dans ce documentaire-là finalement un peu toute l'épopée, donc le voyage du Québec finalement en Australie. Et ensuite, la suite, qu'est-ce qui s'est passé en Australie et puis comment ils ont fait pour revenir au Québec. Donc, c'est vraiment, on fait un portrait assez large de toute cette aventure-là qui est méconnue finalement. OK. Et pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Ben, je pense vraiment, Dec est vraiment passionné d'histoire à la base. Il était passionné aussi de l'histoire canadienne, aussi d'Australien, étant Canadien-Australien. Donc, pour lui, c'était important qu'on souligne, qu'on en parle, surtout parce que, justement, on ne le connaît pas. Et aussi, dans cette histoire-là, ce qui est important, c'est que ça rassemble un peu toutes les cultures ensemble, autant les patriotes canadiens, anglais que français, les patriotes américains également. Donc, il y a vraiment une histoire qui est mise de côté, malheureusement, mais qui gagne toute à être découverte, finalement, autant par, justement, les Canadiens anglais, les Canadiens français, les Américains, finalement, le monde entier. Donc, je pense que ça a été la raison principale pourquoi Dec a voulu faire ce film et pourquoi on l'a fait finalement. Yes. Oui, vas-y, Marc. Je voulais savoir, est-ce qu'en Australie, il reste encore des traces du passage des Patriotes? Oui, énormément. Des choses, il y a des rues qui portent certains noms des Patriotes, entre autres Joseph Marceau. Il y a des villes, il y a la ville Canada Bay qui vient justement d'un peu de toute cette influence-là. Il y a plusieurs monuments aussi qu'on ne connaît pas, mais qui sont dédiés aux Patriotes. Même jusqu'en Nouvelle-Zélande également, il y a des monuments là-bas. Il y a un musée qui est pratiquement dédié aussi à cette époque-là, qui parle énormément des Patriotes canadiens, français, en Australie. Mais c'est toutes des choses justement que personne ne connaît. C'est pas écrit dans les livres, c'est vraiment méconnu. C'est malheureux.
Vous avez commencé à faire le circuit des festivals, là, quand même un bon petit bout. Qu'est-ce que vous avez fait comme festival jusqu'à maintenant? Ça a commencé en Californie. En fait, il y a eu une représentation là-bas. Par la suite, ça a été au Canada anglais, donc à Toronto, Ottawa. On a fait Montréal également. Et puis là, le dernier mois, ça a été l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, ça a été... on est là jusqu'à présent. Je pense que ça va se continuer un tout petit peu. Il y a d'autres... We have other representations. Oui, c'est Chaduguay, Saint-Belchat, le Saint-Michel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a montré de l'intérêt pour la distribution? Oui, il y a des gens qui sont intéressés, mais ça reste que il y a quand même un certain problème dans le documentaire. En fait, surtout au Québec, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, sont plus intéressés, ce qui est quand même un peu drôle parce qu'on parle davantage des Québécois que des Australiens dans le documentaire. Je suis même pas surpris pareil. Mais c'est exact. C'est vraiment le côté politique qui vient un peu mettre de l'ombre sur l'histoire. Les gens ne veulent... certaines personnes, mettons, qui ont peur de se mouiller, si on veut, entre parenthèses, même si ils n'ont même pas vu le film, ils n'ont même pas vu le documentaire, ne savent pas de quoi ça parle, mais étant donné que ça rapporte des faits politiques, ou en tout cas un peu, ça rend les gens un peu frileux. Pourtant, c'est malheureux parce que justement, c'est un documentaire qui gagne à être découvert par toutes les cultures là, en soi. Et la question est plus pour Dick. Dick, John Fallon nous a aussi partagé La baie des exilés quand on l'a eu dans notre show. Est-ce qu'il y avait une participation de John dans le documentaire? Oui, mais je peux l'écrire, le texte pour moi, c'est la suggestion pour le editing, pour l'exemple, et le shopping pour around pour les États-Unis dans les distributeurs, les broadcasters dans les États-Unis maintenant. OK. Bon, félicitations pour votre documentaire. J'ai bien hâte de le voir, moi aussi. Je voulais savoir, c'est quoi que vous avez l'intention de faire comme projet futur? Yeah, il y a un des projets présents quand il talk about on a déjà tourné plusieurs images à propos de M. Robert Côté. Oui. Et qui était en fait la personne qui a diffusé, qui a désamorcé, excuse-moi, je me suis trompé de mot, désamorcé les bombes pendant le FLQ, finalement. Donc, un policier. Donc, allez voir un peu, on l'interroge, on regarde un peu toute son histoire plutôt, et puis comment ça s'est passé dans son point de vue à lui, finalement. Alors, ça, c'est un de nos projets qui est sur la table. On a beaucoup d'images tournées jusqu'à présent. On est bientôt en montage, là, et puis, donc, on va voir où le projet va par la suite. Donc, un documentaire, est-ce qu'on pense peut-être à faire un long métrage, à un moment donné, de fiction ou quelque chose du genre? Non, il n'y a pas de fiction, toute la non-fiction, un documentaire maintenant. T'as pris la piqûre, là. C'est maintenant rendu les documentaires. C'est trop le fun, les documentaires. J'aime beaucoup vos choix de sujets également parce que vous traitez de sujets qui sont très peu connus. Hein? Les patriotes en Australie, le policier qui a désamorcé des bombes pendant la crise d'octobre 70. C'est un sujet que moi, je n'avais jamais entendu parler. C'est la première fois que j'entends le nom de ce policier-là. Là. Puis surtout aussi de voir son point de vue à lui. T'sais. Ça reste que dans le court documentaire qu'on est en train de réaliser en ce moment, on voit aussi l'histoire générale quand même du FLQ pour bien situer tout le monde, mais son point de vue à lui a tellement été mis de côté, puis pourtant, dès que je pense qu'est-ce qu'il trouve intéressant, mais c'est surtout ça, c'est sa vie finalement qui est extraordinaire, puis qui est... Et par curiosité, avez-vous trouvé des images d'archives de ce policier-là? Énormément. Par chance, en fait, cette personne-là, Bob Côté, est un peu un maniaque des archives, littéralement. Alors, chez lui, dans son sous-sol, il y a une pièce qui est seulement dédiée aux archives, aux photos de police, au carnet de notes, à tout. C'est une bibliothèque et puis, non, c'est incroyable. C'est quoi toutes les choses qu'on a là, jusqu'à présent.
Ah, j'ai bien hâte de voir ça. On va passer maintenant au moment de l'anecdote. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Alors, au début de l'émission, je vous ai demandé de vous préparer une anecdote, quelque chose qui est arrivé pendant une production, en tournage, n'importe quoi. Alors, le micro est à vous, mes chers amis. Oh boy, l'anecdote pour tout mon film, l'histoire de mon film? Oui. OK, bon. OK. Pour l'exemple, le documentaire, c'est commencé avec Samuel, c'est le kid, la version, le nom de la titre is English is called The Man in Blue versus the Revolutionary Kids. So, j'ai commencé les idées en 2007 et mon idée, c'est pour interview le membre de FLQ première fois. So, my first sujet pour l'interviewer, c'est Raymond Villeneuve, pour le Godfather, pour le FLQ, par exemple. C'est 63. So, oh boy, his demands were very simple. He goes, juste demander une bouteille de vin rouge. Et that was his only demand. C'est commencé le 5 heures, par exemple. 11 heures, 6 ans après, c'est fini la bouteille, and he was like, he goes, I don't want to talk too much, je n'ai pas parlé mon histoire, mais at the end of the night, he was like, hey. He was telling everything. Everything. Oh my God, it's pretty intensive, you know. So that's why I wanted to interview la personne who was removing the bombs, you know. So deux perspectives pour la personne. Mais Raymond Villeneuve, c'est très intéressé. Wow, c'est très charismatic. That's what made it so interesting. It was very charismatic and very, yeah, I'll never forget him. He's still alive too. C'est très, he's still alive. Mais là, tu m'as donné une bonne idée. Nous, on fait des documentaires aussi. So, prochaine fois que je vais aller interviewer quelqu'un, je vais amener une bouteille de vin, comme ça va peut-être être plus facile. Mon objectif, c'est gagner l'histoire du Québec ou Canada, particulièrement Québec, to the world. I'm not interested just to sell it to Quebec. Of course, that's what, the market. Mais mon objectif is to sell our history to the other side of the world. So SBS, c'est dans l'Australie, they have beaucoup de programmes dans le français. Ouais. They have a big French program dans SBS. So they're interested in la version française de la baie d'Exilé avec Luc Picard. So it's perfect. Some the French version. Mais after that, I'd like to sell them l'autre documentaire L'Histoire Québec. Par exemple, le film de FLQ avec Robert Gauthier et Raymond Villeneuve, you know? So it's an opportunity for la personne in notre pays to understand our history. That's what I'm interested in. That's my objective. Parfait. Sam, as-tu une anecdote à nous raconter? J'y réfléchis encore, en fait. J'ai de la misère à trouver quelque chose, à trouver un point. Je pourrais simplement dire, à la limite, que la façon que j'ai rencontré Dec via un ami qui est quand même un peu drôle. En fait, Dec travaillait, je pense qu'il était comédien, si je ne me trompe pas, comme figurant sur un plateau. Puis il y avait une de mes amies qui était également figurante. Et puis, on commençait à jaser ensemble. Et puis, ça a donné comme ça. Puis depuis, ils ont juste donné mon nom. Elle a donné mon nom. Et puis, ça y est, je suis avec lui depuis déjà 5 ans. Et puis, ouais. Ben, tout le monde le sait, hein, quand tu es en cinéma, c'est les connexions, toujours les connexions. Parce que sinon, tu peux pas finir par faire quelque chose, je le sais, Colin. Donc, vous avez le documentaire avec Robert Côté qui s'en vient et peut-être d'autres projets aussi à venir. La baie des Exilés qui est présentement sur le circuit des festivals.
Colin, c'est drôle parce que je me dis Tax Shelter Terror, j'ai adoré ça. Est-ce que vous pensez peut-être faire un documentaire encore sur un sujet de l'horreur à un moment donné? Peut-être, maybe le film de Danny Akan, le film de, pas le horror, mais c'est le film, c'est un thriller vigilante called Gina, avec Selena Gomez. Wow, c'est a cool movie, mais it never got, c'est 75 le film, c'est début, mais wow, Claude Blanchett getting killed in a snowblower. Like, come on, someone's got to do a documentary just on that. It's a really cool movie and it never got any respect. So that So yeah, I guess we I would do that. I would do that. Yeah, the film called Comme Gina, comme the original Kill Bill. Mais Kill Bill de Québécois. Regardez le IMDb. The cover says it all. C'est le Kill Bill dans la neige. That's what it is. Là, t'as vraiment attiré mon attention là, parce que j'ai hâte d'aller voir. Oh, bon, Sam et Dick, merci beaucoup d'avoir fait partie de l'émission. Martin, même chose. T'avais-tu quelque chose à rajouter, Marc? Hey, j'en ai une anecdote à te conter. J'ai-tu 2 minutes? Ben oui, vas-y. Écoute, il y a quelques années, j'avais acheté le coffret Blu-ray de collection du film L'Exorciste, l'original de 73. Et puis un soir, ma blonde ne voulait pas le voir, elle avait trop peur de ce film-là. Un soir, je suis seul à la maison avec ma fille est couchée à l'étage, elle dort. Je commence à écouter le film. Et puis arrive la scène où Linda Blair, Reagan McNeil, est sur son lit, le lit tremble. Et là, elle appelle sa mère arrive, elle se couche sur le lit avec sa fille pour essayer de faire cesser le tremblement du lit. Et là, j'entends ma fille qui est à l'étage, qui est réveillée dans son lit, qui m'appelle et qui dit « Papa, mon lit tremble. » Et c'est pas des blagues. Elle m'a appelé pour me dire que son lit tremblait exactement au moment où la scène du lit qui tremble dans l'Exorciste se termine. Là, je pèse sur pause, je prends quelques secondes en me disant « Non, c'est pas vrai. Ça se peut pas. » Le temps de me lever de mon divan, me diriger lentement vers les escaliers qui montent vers la chambre de ma fille, je me rends compte que c'était la sécheuse qui tournait à spin bien fort, qui est située, la salle de lavage qui est située juste en dessous de sa chambre. C'est ça qui faisait trembler un peu son mobilier de chambre. Tu comprends? Ouf! Je me suis mis à respirer mieux. J'aurais capoté un petit peu, moi aussi, qu'une genre de chose de même là, qui arrive en même temps, en plus, que qu'est-ce que tu écoutes. Ouais. C'est malheureusement tout le temps que nous avions. J'aimerais remercier Samuel et Dick d'avoir été avec nous autres. Un gros merci aussi à notre partenaire Horreur Fanatique, marchand de tout ce qui touche l'horreur, responsable de l'encan du samedi soir. On vous rappelle qu'on est sur Patreon. Si jamais vous voulez écouter des extras, on est là une semaine en avance aussi. YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Balado Québec. On est partout en même temps. Normalement, je finis ça avec le mot de la fin de Zomblar, mais malheureusement, Zomblar n'est pas là. Alors, je vais simplement vous dire un bye-bye. Sam, Dix, vous pouvez rester avec nous. On va se reparler dans quelques minutes.